Les pannes. Zoom sur les différentes problématiques. Donc on a la panne mécanique qu'on a vu tout à l'heure, les symptômes, un claquement ou un frottement, impact sur les plateaux, des rayures. Alors impact sur les plateaux, ça c'est que nous théoriquement qui allons le voir au laboratoire, hein, sauf si le client l'a déjà ouvert. Les rayures pareil. On va avoir des têtes de lecture HS. La cause, bah, ça, on les connaît, hein, choc, chute, transport non adapté, ça aussi ça peut arriver. Un défaut mécanique, c'est de la mécanique, donc c'est pas dépourvu de défaut. Vieillissement prématuré, ou s'il a été mal entreposé, rester en plein soleil, des choses comme cela. Et puis aussi un changement de carte électronique par un modèle non compatible. C'est vrai que les anciens disques, on avait cette chance de pouvoir prendre un Maxtor 80 Go, hop, on achetait le même, on changeait les cartes et ça repartait. Là aujourd'hui, c'est plus le cas. On va vraiment avoir des informations qui sont uniques, qui sont en relation avec le châssis, on va dire, avec la partie mécanique. C'est pour ça d'ailleurs que des fois en USB, quand la partie mécanique est HS, on arrive quand même à retrouver un numéro de série ou un modèle grâce à la carte. Donc il y a vraiment un lien. Et si effectivement on met un disque A avec une carte B, les informations vont pas lui plaire et le disque va se mettre à claquer comme s'il y avait une panne mécanique, alors qu'en fait, si on remet la bonne carte ou si nous au laboratoire on apporte des réparations pour que cette carte refonctionne, et le disque en fait n'a pas de panne mécanique et on retrouve une stabilité du disque. Donc là c'est l'envoi au laboratoire pour les pannes mécaniques, il n'y a pas de plus de questions à se poser, j'ai envie de dire. Si on veut vraiment faire la récupération et avoir des bonnes chances de récupérer, il faut faire appel directement au laboratoire. Et puis notamment si on a des bruits de frottement, des bruits qui sont vraiment pas très sympathiques, c'est souvent les têtes de lecture qui commencent à grignoter les plateaux. Et donc là, plus on va le laisser tourner comme cela, moins on aura de possibilités de récupérer les données. Pourquoi justement aujourd'hui tout ce qui va être rayures, impact peut poser des soucis, et puis aussi notamment pourquoi la salle blanche? Et tout simplement voilà, vous avez une représentation ici de la tête de lecture. Il faut savoir que la tête de lecture en fait n'est pas posée comme un vinyle, hein, sur les plateaux. Elle va justement, il va y avoir la rotation du moteur qui va se mettre en place. Et cette rotation de moteur, ça va permettre justement, quand les têtes de lecture vont passer par-dessus, d'avoir un coussin d'air qui va justement faire voler la tête de lecture au-dessus des informations. Donc on voit qu'en 2000, on était à 0,020 microns, qu'en 2016, on est à 0,002 microns. À côté, on peut comparer un cheveu qui paraît une montagne et puis une empreinte digitale qui est déjà quand même assez impressionnante. Donc on voit que rien qu'une empreinte digitale, ça va créer de la matière et le problème c'est que quand la tête de lecture va se déplacer, et tout simplement elle va rencontrer un obstacle et cet obstacle va détériorer la tête de lecture. Même problème lorsqu'on va avoir un atterrissage de tête de lecture. La tête de lecture vient taper les plateaux. Dans ce cas-là, on va avoir un creux, un sillon qui va se créer, mais la matière ne va pas disparaître. La matière, justement, va se déposer autour du trou en faisant deux monticules. Et ce sera le même souci que l'empreinte digitale. Quand ma tête de lecture va arriver, elle va rencontrer de la matière, enfin, va rencontrer et de la matière, et un trou, et de la matière. Donc, autant vous dire que la tête de lecture ne va pas survivre. Ensuite, en dessous, on voit une représentation d'un bras de lecture avec la partie tête de lecture. Et si on regarde ici, en fait, la partie qui va vraiment lire l'information, c'est la toute petite partie en violet. Ce n'est pas toute cette partie-là qui va être là justement pour stabiliser l'envol de la tête de lecture. On va avoir juste ce petit morceau ici qu'on a grossi. Et c'est cette petite chose qui va permettre justement de lire les données. Après, je ne sais pas si vous connaissiez le principe d'un disque dur à l'intérieur, hein, comme quoi la tête de lecture survolée n'était pas appuyée contre. C'est vrai que on entend pas mal de choses, hein, il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut retirer un plateau, les lire avec des lasers pour pouvoir récupérer les données. Je dis ça, mais on m'en a déjà demandé, hein. Donc pareil, quand vous avez plusieurs plateaux, ils sont synchronisés entre eux parce que les têtes de lecture sont les unes au-dessus des autres. Elles vont travailler justement dans cet axe. Donc si vous avez deux plateaux et que vous avez juste déplacé d'un millième
le plateau du dessus, et ben, les têtes de lecture, grosso modo, il faudrait pouvoir les travailler comme cela, ce qui n'est pas possible. Ce qui fait qu'on va avoir décalé toutes les informations, et là c'est pareil, on va perdre les données. Donc il y a beaucoup de choses. Nous, au laboratoire, on a des outils pour pouvoir extraire les plateaux, pour pouvoir travailler sur les moteurs sans perdre cette désynchronisation. Donc c'est vraiment quelque chose. Le laboratoire, faut le privilégier. On entend beaucoup de choses, faut le mettre au congélateur, etc. Ça ne marche pas. La technique du congélateur, c'est une partie mécanique, hein. Ça veut dire que toutes nos voitures qui passent la nuit en plein hiver dehors, le lendemain, ce serait des Formule 1, quoi. Euh, donc non, ça a pu marcher effectivement. Et puis nous, ça nous arrive des fois effectivement d'avoir des bombes réfrigérantes parce qu'on a certains disques effectivement qui ont des problèmes, mais plus sur les cartes électroniques, qui vont s'échauffer. Les composants vont s'échauffer, se dilater et vont moins bien jouer leur rôle. Et du coup, on va avoir des creux, des chutes de transfert qui sont impressionnants. Et dès qu'on met un petit coup de froid, le disque retourne. Donc sur cela, oui, parce qu'on est sur une problématique électronique. Mais un disque qui est tombé par terre, le mettre au congélateur, ça va pas le faire ressurgir d'entre les morts. La panne électronique, tout simplement, souvent, c'est un disque dur inerte. Donc là-dessus, du coup, on a généralement beaucoup de chances d'avoir une très très belle récupération de données. Tout simplement, la panne a figé le problème à l'instant T, mais n'a rien dégradé à l'intérieur au niveau mécanique. Donc une fois qu'on a rétabli les accès, on retrouve exactement les mêmes informations que une seconde avant la panne. Donc ça, souvent, c'est des problèmes de mauvaise alimentation, de court-circuit. Le Puma, justement, peut vous protéger votre machine si vous branchez un disque qui a un souci comme ça de court-circuit. Euh, Dans ce cas-là, il va se mettre en défaut, le boîtier Puma. Il y a un disjoncteur à l'intérieur qui va justement se mettre en action, éviter à votre machine de s'éteindre, d'avoir un souci sur l'alimentation. Pour pouvoir le réhabiliter, il y a juste à débrancher les deux câbles à l'arrière, alimentation et USB. Vous débranchez les deux câbles à l'arrière du Puma, vous attendez 30 secondes et c'est un disjoncteur qui va se réarmer en automatique. Et derrière, vous pouvez le rebrancher et votre Puma est de nouveau fonctionnel. Histoire de vider les condensateurs et c'est reparti. Ouais, voilà, il y a un mini disjoncteur dedans qui se réamorce en automatique. Alors, je dis 30 secondes, mais logiquement c'est moins. Mais on sait qu'en 30 secondes, au moins, on n'a pas de questions à se poser. Le Puma repartira. Je crois que même 10 secondes, ça devrait le faire. Comme on l'a indiqué tout à l'heure, hein, le changement de carte électronique ne fonctionne pas comme ça. Pareil, si vous nous envoyez un disque et qu'il y a eu un changement de carte, alors déjà, il faudra le recharger d'affaires, qui pourra vous dire si oui ou non il peut tenter une récupération de données au labo. Ou sinon, même si elle est complètement grillée, la carte, nous la fournir. Nous, après, derrière, on s'en occupe de cette carte, mais il nous faut vraiment la carte d'origine pour pouvoir avoir une bonne récupération et pas perdre de temps. Les pannes firmware, donc ça c'est quand le disque justement démarre normalement, ne fait pas de bruit particulier, mais il n'est pas reconnu, ou sinon avec une capacité à 0. Donc là c'est vrai que c'est un peu fourbe parce qu'on n'a pas de problème quelconque, mais voilà, on sait que on n'aura pas accès aux données. La cause, donc ça peut être soit la carte électronique qui a été changée, on l'a évoqué tout à l'heure, le disque est bloqué dans une boucle infinie lors de l'initialisation de ces firmware. Donc ça c'est plus vraisemblable. Sur le Puma Cloner, vous pouvez quand même tenter une détection. Vous avez la possibilité de paramétrer un temps de réponse maximum. Donc, par défaut, je crois qu'on est à 25 et vous pouvez le monter jusqu'à 50-60 secondes maxi. Au-delà, vous avez peu de chances de l'attraper, ce disque. Mais des fois, sur ces petits petites pannes firmware légères, avec un temps de réponse plus long, on peut arriver à le détecter au Puma. Sinon, dans tous les cas, c'est l'envoi au laboratoire, il n'y a pas de souci. On a des processus qui vont nous permettre justement de pouvoir le remettre d'aplomb, ce disque. Après, par contre, c'est des opérations qui sont quand même assez risquées, hein, c'est des choses qui se font tout à la main. Il n'y a pas d'erreur possible. Parce que si on se trompe, tout simplement, il n'y a plus d'accès. Donc, c'est quelque chose de technique. C'est pour ça que le changement de carte, pareil, à la volée, ça ne va pas fonctionner. Sur les SSD, vous allez avoir une détection qui va être encore même plus rapide. C'est quand vous allez le connecter, que ce soit au Puma ou sur du SDC. Si on est en panne firmware, le disque va passer en SATA-firm S11. C'est-à-dire que le nom du disque, ce sera plus du Toshiba, ce sera du SATA-firm S11, ce sera plus du Western Digital, ce sera du SATA-firm S11. À partir du moment où vous allez voir cette référence, vous savez que le disque est en panne firmware, donc qui va être vu
à moitié et que derrière, il n'y aura aucune possibilité d'accéder aux données. Ça, c'est le SSD, c'est un code. Dès qu'il passe en erreur firmware, il passe en SATA firme. Et puis, les pannes de secteur défectueux. Donc les symptômes, ça c'est généralement quand on les branche à un Windows, on va avoir un support qui va pas être reconnu ou très très lent à la détection, qui peuvent figer la machine, ou des disques pareils, un peu comme les firmware qui vont être reconnus, mais qui ne lient pas. Et puis du contenu qui semble disparaître. Donc ça peut être tout simplement soit de l'usure classique, hein, ou prématuré en fonction du support et puis de son utilisation, soit sinon des petits chocs et des déplacements de disques en cours d'usage. Ça peut des fois altérer aussi un peu tout simplement les têtes de lecture ou ça peut altérer la surface magnétique. Donc là, ne pas hésiter, le Puma c'est le bon client, il va pouvoir vous aider. Les pannes J'ai logiques, oui, je j'ai t'écoute j'ai Yves. petite question, Ouais. parce qu'on parle de secteur sur Mhm, les disques durs mécaniques, mais sur les disques durs SSD, comment ça fonctionne? C'est pas pareil? mhm. Ah, effectivement, ça va plus s'appeler des secteurs, ça se rappellera des blocs. Mmh. Après, le fonctionnement va être à peu près «similaire» entre guillemets. On verra quand même qu'il y a quelques petites subtilités. Notamment, voilà, on va aborder ce sujet avec les pannes logiques. Parce que les pannes logiques entre un disque dur et un SSD, il y a une catégorie de panne qui va pas se traiter, de la même manière. D'un côté, tu auras des résultats sur des disques durs classiques, de l'autre côté sur du SSD, tu en auras pas. Donc on va aborder un petit peu, l'architecture, comment ça fonctionne, justement sur le slide d'après. OK. Donc du coup, la panne logique, du coup, connue, hein, l'effacement, le formatage, la réinstallation qui est souvent la panne la plus redoutée parce qu'on sait qu'on va pas avoir beaucoup d'informations ou du moins peut-être beaucoup d'informations, mais peu d'informations qui vont être vraiment viables. La corruption du secteur de boot, ça, on l'a évoqué ce matin. Pareil concernant le départ de partition, du cryptage par ransomware. Donc là, pareil, vous pouvez passer par le labo dans ces cas-là. Les causes, très souvent, c'est une erreur humaine, même s'ils ne veulent pas l'avouer. La connexion aussi à un autre système non compatible, comme les box internet. Ça, j'ai souvent eu des cas comme ça où ils l'ont branché sur d'autres outils sans forcément avoir demandé à faire un formatage. Du moins, c'est ce qui est dit. On a des corruptions, du MBR ou du départ de partition. Et puis après, on peut avoir la cyberattaque qui va rejoindre les cryptos et les rançons. La solution, donc le Puma Cloner, il peut récupérer des données effacées, par exemple, à condition qu'il n'y ait eu zéro écriture derrière. Dans tous les cas, c'est la règle de base. Dès qu'il y a eu un effacement, si on veut pouvoir récupérer les données, moins on génère d'écriture, mieux c'est. Alors quand je dis écriture, c'est pas forcément créer un fichier, c'est un démarrage Windows, c'est une connexion sur son Facebook. Ça, c'est l'écriture. C'est vrai que les particuliers ont souvent du mal à le comprendre, même certains pros. Heu, Ça, c'est une écriture. Le veau de la machine, quand elle démarre, ça démarre en quelques secondes, mais c'est pas instantané parce que justement, il va y avoir des chargements, des choses comme cela, des écritures dans les fichiers temporaires et cetera. Quand on va ouvrir, une page internet, rien qu'un Chrome ou un Microsoft Edge, on va avoir un petit temps de latence parce qu'il y a des choses qui sont lues et peut-être aussi écrites, donc il y a les écritures. La solution, c'est vraiment, de stopper la machine, d'extraire le disque, de brancher le disque sur une machine d'atelier et donc en disque secondaire et là, on va pouvoir avec Exascan ou Puma lancer, les investigations. Exascan, malgré qu'il soit hyper puissant, il existe des problématiques où on n'aura malheureusement pas de bons résultats. Une réinstallation, ça correspond en fait à un formatage rapide avec un écrasement partiel. L'écrasement, c'est sécurisé, hein, on écrase une donnée par une autre, on n'a pas d'historique possible. La donnée première est complètement éradiquée, perdue, on ne pourra pas la retrouver. Si un écrasement très ancien ou de nombreuses écritures suite à l'effacement des données. Ça, effectivement, des fois, on nous demande est-ce que vous pouvez récupérer mes photos d'il y a 3 mois. La personne qui utilise sa machine tous les jours, elle aura écrasé, éradiqué toutes les chances. Et puis le ransomware, dans certains cas, là-dessus, on va pouvoir avoir des traitements au laboratoire, donc ne pas hésiter à les contacter quand on est sur du rançon. Ça nous en arrive de plus en plus.